Bienvenue dans le podcast Sous la peau des mères, le podcast de référence sur la césarienne et les cicatrices de la maternité. Celui qui parle enfin de la césarienne et des cicatrices que la maternité laisse derrière elle. Ici, on partage les histoires qu'on ne raconte pas à la sortie de la maternité. Celles des mères dont le corps a été marqué, dont la vie a basculé et qui avancent quand même. Dans ce podcast, on parle du postpartum, de la douleur, du silence et de la reconstruction. Des cicatrices visibles et de toutes celles qu'on ne voit pas. Je suis Audrey Bouillet, première patiente experte césarienne en maternité. J'ai connu la césarienne d'urgence et les cicatrices du périnée qui empêchent de marcher, de respirer, de vivre. De cette expérience est né un travail de terrain mené pendant près de 4 ans aux côtés de milliers de femmes et de professionnels de santé. Ce chemin m'a conduite à créer l'étude de référence sociale sur l'impact du vécu de la césarienne dans la vie des femmes et le programme C-Section Care, aujourd'hui déployé en maternité et présenté à nos plus hautes institutions, dont la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On veut révolutionner le vécu des mères avant, pendant et après la césarienne ou les accouchements avec des cicatrices. Dans ce podcast, je te donne la parole, ainsi qu'à nos professionnels de santé engagés. Je te livre tout ce que j'aurais aimé connaître et qui m'aurait aidé à traverser cette période si difficile. Ici, on écoute les mots des mères, dont la maternité laisse des cicatrices. Ici, on sait, on te voit. Bienvenue dans ta safe place. Cet épisode a été réalisé avec le soutien institutionnel d'Organon France, que je remercie pour son soutien précieux. C'est pas pour rien non plus que j'ai répondu oui à l'appel de ce podcast. C'est que en soi, pour moi, on doit valoriser la femme et on peut pas juste se dire, moi en tant que thérapeute, je vais pas me dire c'est moi qui vais vous soigner, vous n'aurez plus mal et toute votre vie ça ira bien. Non, c'est pas vrai. Il y a des retours de femmes dans nos cabinets. Et on se remet pas en cause à 100%. On leur dit simplement, on a fait un beau travail. Maintenant votre corps évolue, donc on doit refaire un travail ensemble et on est ensemble. Et c'est pas un thérapeute qui a mal agi, c'est un thérapeute qui a fait évoluer le corps, qui a soulagé et qui doit réagir des fois 1 an, 2 ans ou 3 ans après. C'est pas grave. On fait les choses au moment où on doit les faire. Bienvenue dans ce 2e épisode avec Sonia où on parle mobilité du corps, kinésithérapie, ostéopathie, comment soulager les femmes à tout moment de leur vie pour bouger sans douleur et surtout bien connaître notre corps. Parce qu'une cicatrice externe peut engendrer des tensions internes ailleurs dans le corps. Moi, je trouve que c'est une plongée fascinante dans le corps féminin. C'est incroyable. Je la remercie pour ces épisodes tellement qualitatifs. C'est parti pour ce 2e épisode avec Sonia. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu veux bien nous dire comment est venue Prépamam ? Parce que Prépamam, il y a prépa dedans et c'est beaucoup de l'anténatal. Exactement. Préparation. On va retrouver toute la manière dont tu as travaillé, que tu as expliqué, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur pour créer Prépamam en plus de toute ta pratique de kiné, ostéo ? Bien sûr. Avant tout, en fait, pour faire le storytelling de Prépamam, en fait, c'est une méthode française d'accompagnement et de préparation physique adaptée, du prénatal au postpartum, une transformation de A à Z. Qui permet le suivi des femmes enceintes. Alors, effectivement, j'ai coté de 25 à 45 ans, mais c'est à peu près les âges de maternité aujourd'hui en France, et en lien avec la maternité de leur choix. C'est un projet qui est né et qui a, on va dire, mûri depuis quelques années. La naissance de tout ça, c'est effectivement un rapport au corps que j'ai toujours eu déjà à l'enfance. On n'arrive pas dans un métier corporel pour rien. C'est que le corps a aussi une intention et une force en moi assez particulière. J'ai toujours été très moteur, très sportive. J'ai marché à 9 mois. J'ai toujours eu ce côté, assez moteur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une chose. Et puis, il y avait le côté hypersensible qui s'est greffé aussi. Et puis, autour de moi, il y a notamment eu une personne qui a eu effectivement un lien au corps plus difficile, qui a été agressée physiquement et ça a été un moment clé dans ma vie parce qu'effectivement, j'ai été en lien puissant pour être rassurante. À ta façon, à ma l'époque. façon. À l'époque, t'étais jeune, donc t'étais pas formée encore. Exactement. J'avais pas tout ça.
bien que je le répète souvent, mais ma mère nous massait beaucoup avec des points de pression. Dès qu'on avait même un mal de tête, elle allait chercher les points qui aujourd'hui sont, en fait, je le sais, c'est des points d'acupression, et elle regardait ses petits livres de médecine chinoise que j'adore encore aujourd'hui, et qu'elle avait bien gardé. Mais c'est vrai que cette lecture du corps, et puis de devoir rassurer aussi avec des points de soulagement, en fait. Des points de soulagement, exactement. Et de savoir que le corps pouvait finalement être apte à aider l'esprit. Si le corps, après, se sentait mieux, il pouvait faire switcher aussi positivement l'esprit. Il y a vraiment ce lien corps-esprit que j'ai capté assez rapidement. Et alors, peut-être que j'avais quelque chose aussi dans les mains qui m'a été transmis. Mais c'est sûr que de devoir rassurer aussi, le faciès me parle beaucoup. Je parlais beaucoup de regarder les patients et de voir s'ils ont dans leurs yeux un faciès qui va aller vers peut-être un peu plus de douleur. Les plis, vraiment, la jolie petite patte doigt, je la rappelle. Ça, je suis très en alerte de ça parce que ça exprime beaucoup le non-verbal. J'ai vraiment compris que le non-verbal, ça fait partie de mon hypersensibilité. Mais ça en fait de toi et une professionnelle incroyable. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec cette hypersensibilité et ce lien au corps. Et puis, ça m'a donné envie, effectivement, d'aller vers aussi ces études qui sont venues à moi par elles-mêmes. Mais c'est vrai que j'ai fait kiné et après, j'ai démarré une formation en thérapie manuelle, en post-graduate, parce que je voulais jamais m'arrêter, parce que pour moi, c'était une passion. Et la professeure était kiné et ostéo, et elle m'a mise à part au bout de 2 rendez-vous de thérapie manuelle, 2 premières sessions. Elle m'a dit: «Sonia, arrête thérapie manuelle et démarre des études d'ostéopathie en plus». Je fais: «Pardon, mais en fait, je voulais juste faire un peu de thérapie manuelle». Et là, elle continue, elle me dit: «Mais en fait, en soi, tu as déjà un raisonnement qui va beaucoup plus loin. Et tu as des questions qui vont dans une philosophie globale du corps, corps-esprit. Et ça reste une philosophie, effectivement, qui va aussi vers l'ostéopathie, métier que j'affectionne à 100%. En fait, je suis, pour moi, autant kinésithérapeute que ostéopathe. Et Très complémentaire. C'est complémentaire. Et je dissocie ces 2 métiers, ces 2 métiers complémentaires. Et je pense que si on fonctionne tous avec ce lien kiné et ostéo, et je sais qu'il y a ce pendant de dissocier la kiné de l'ostéo, ce sont 2 métiers complémentaires. On a des actions différentes. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant, et même pour les femmes d'avoir ce suivi. Il y a même des sages-femmes ostéo. Et il y a Comme même quoi des sages-femmes ostéopathes, bien sûr, parce qu'elles ont compris que le lien finalement corporel général pouvait aider au rétablissement et à la guérison, en fait, des femmes, guérison de leur douleur, en fait. Et en soi, Et du coup, ça t'a rajouté combien d'années? Alors 5 ans. Ah, quand même. Ouais, 5 ans, et c'était un week-end minimum tous les mois, de vendredi, samedi, dimanche, lundi, 8h30, 18h. Ouais. Et j'enchaînais le cabinet 9h, 20h, et je continuais vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Et c'était 4 500 000 € l'année. Ouais. Donc voilà, et voilà. Ouais, c'est incroyable. Tout ça pour nous soigner mieux. Oui. Ah oui, ça reste un coût, et aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de kinés qui soient ostéopathes parce que les coûts ont augmenté de toutes les 2, des écoles. Le pont peut se faire quand on est kiné, on peut faire le pont vers l'ostéopathie directement pour faire des études. En fait. Voilà, une forme de spé. Non, c'est plus une spé, mais j'imagine dans le cursus. Exactement. En fait, on a cette chance de pouvoir le faire. Par contre, les ostéopathes, et je le redis, je sais, n'ont pas cette chance. Ils doivent repasser le concours aujourd'hui de médecine pour pouvoir rentrer en école de kiné. Ce qui est beaucoup plus lourd, en fait. Mais c'est vrai que quand on est kiné, oui, on passe par le concours de médecine pour pouvoir après avoir... Ce que les gens ignorent. Moi, je l'ai découvert en écoutant ton podcast. Je ne savais pas. Ah oui. Les gens, je pense, ne savent pas qu'il faut faire la première année de médecine. Ça reste des études qui sont... Médicales. Voilà. Alors, on est considérés comme paramédicaux. Mais petit à petit, effectivement, on aimerait bien pouvoir que les femmes puissent pouvoir venir nous consulter sans avoir une ordonnance médicale. Parce que même les médecins, des fois, les généralistes nous disent « Qu'est-ce que je marque sur l'ordonnance ?» En fait, là, vous devez marquer rééducation, rachis, douleur, ou douleur, effectivement, kinésithérapie abdominale. Donc, en fait, parfois, moi, je fais un bilan et je leur dis qu'est-ce qu'ils doivent marquer sur l'ordonnance. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui vont peut-être s'aménager autrement. En tout cas, c'est vrai que pour revenir à la méthode que j'ai mise en place et créée, elle est issue finalement de mon parcours personnel, de mon parcours professionnel. Et puis, je suis maman de 2 enfants, de 2 jolies petites princesses de 3 et 6 ans. Et il y a 6 ans, en janvier 2020, je me retrouve aux urgences médicales, gynéco. J'y suis allée de plein gré, mais en étant poussée, parce que oui, j'ai fait une prééclampsie qui aurait dû me coûter la vie, parce qu'en fait... qui n'a pas été diagnostiquée.
Voilà, j'ai été diagnostiquée en fait au bon moment, mais on n'a pas lu mes résultats. Et pourtant, je suis kinésithérapeute et les résultats, je peux vous dire, enfin les NFS, numération formule sanguine, en fait, on est amené aussi à en ouvrir et à comprendre si la CRP ou la VS est élevée, si une inflammation ou si notre taux d'albuminurie n'est pas bon, comme il était pour moi. Je suis montée à plus de 4 alors que normalement les notions classiques sont à 0,1, 0,2. Je suis montée à plus de 4 d'albuminurie. C'est-à-dire que en fait, j'avais beau boire 3 litres d'eau, je ne pissais plus du tout. Donc mes reins, en fait, n'arrivaient plus à travailler. C'est une toxémie gravidique qui provoque en fait de l'hypertension. Je montais quasiment à 18 de tension. Ça provoque des œdèmes importants de tout le corps. J'avais le pubis qui avait quadruplé. Les jambes, je faisais plus du 40, je montais à du 43. Donc je mettais les chaussures de mon mari. Ce que je répète souvent, c'est qu'aujourd'hui, quand une patiente a des œdèmes et je lui demande simplement, est-ce que vous arrivez à mettre vos chaussures tous les matins? Est-ce que vous arrivez à enlever vos bagues? Et en fait, quand une patiente monte juste d'une pointure de chaussure, je fais un bilan direct vers le gynéco. Pour moi, c'est pas normal. Il y a un risque en tout cas. Merci. Il faut aller C'est qu'on vérifier. est déjà sur un signe. Et s'il y a un deuxième signe, j'alerte parce qu'en fait, souvent, le dernier signe, c'est l'hypertension. Elle arrive souvent en dernier. Alors, je tiens à Et dire que pourquoi voilà. tu fais ces orientations, c'est qu'elles viennent te voir en prépa MAM. Exactement. En Et donc, elles prénatal. sont dans leur parcours grossesse classique, les petits rendez-vous d'écho, a priori, tout va Ouais, bien. Sauf que exactement. toi, elle te voit plus, puisqu'elle te voit en Exactement. prépa MAM. Et Tout à c'est fait. là, Je les vois 1 heure. voilà. Et Non, mais parce que c'est pas voilà. classique, tu Non, vois. c'est pas classique, c'est vrai. Et c'est Les dans le femmes qui parcours, font je prépa prends en MAM, charge 1 heure. Tout à qui fait. est incroyable, et il faudrait presque refaire une séance entière sur l'anténatal, tu vas développer juste après, mais c'est pas anecdotique. Prépa MAM, c'est pas et je l'ai pas faite moi-même, et j'ai pas d'action dans prépa MAM. C'est un marathon, ça se prépare. Exactement. Accoucher, c'est un marathon. Nous, on dit chez Wounded Woman que cicatriser est un marathon, il faut s'équiper comme une athlète, mais il faut se soigner comme une athlète. Totalement. Mais il faut aussi se préparer comme une athlète. Totalement. Que prépa MAM, c'est vraiment une prépa, tu vas l'expliquer un petit Dès peu. le 3e Tu mois, vas en expliquer fait, un peu après ouais. concrètement, que tu finisses ton histoire, mais l'anténatal, il est exceptionnellement important, et c'est pour ça qu'elle te voit autant, tes patientes, à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est toi qui oriente vers un gynéco. Exactement. Je l'explique parce que dans les schémas classiques, c'est la kiné, les gens la voient après. Ils imaginent pas qu'il y a de la kiné avant, tu vois. Donc c'est juste pour qu'ils se demandent pourquoi est-ce que c'est toi, Sonia, kiné et ostéo, qui oriente en disant attention, monsieur gynéco, c'est pas vu votre patient depuis tant, parce qu'en fait tout va bien et qu'ils ne l'ont pas revu, et que Tout tu à vois. fait. Parce que quand tout va bien, tu les vois pas beaucoup. Enfin, t'es pas, tu vois. Exact. Tu fais bien tes sûr. prises de sang, mais ton médecin, tu le vois pas tant que ça. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis toute grossesse peut devenir un risque à n'importe quel moment. Exactement. Et oui, en fait, voilà, on doit être quand même légèrement vigilant pour soi, son bébé. Après, oui, il faut vivre. C'est aussi un moment qui est unique et qui, pour moi, a toujours été un moment de joie, mais juste incroyable. Enfin, porter la vie, c'est quand même un temps très court dans une vie et c'est juste dingue de sentir son bébé dans son ventre bouger. Certains diront je suis en cohabitation, d'autres oh j'ai un gros alien, et d'autres diront en fait waouh on est 2 quoi, ou on est 3. Moi, j'avais cette sensation, on est 2. Waouh, moi c'était waouh. Ouais. Je sais. Ça a toujours été waouh, mais chacun le vit différemment Ou quand aussi. tu le sens enfin bouger, tu dis, ah, ça y est, tu vois. Oh là Ça y est, là. t'es là, Ou quoi. alors moi les patients elles me regardent entre le 4e et le 5e, elles me disent ça vient quand, ça va venir quand? Je crois que j'ai senti des petites bulles, je sais pas, Les je suis petites pas bulles. sûre. Ouais. Je dis attendez, je vous explique. Quand ça va bouger, vous serez sûrs. Ouais. Et donc du coup, Mais donc, tu voilà. t'es non, Disons que t'avais des doutes. comme j'ai une préparation extraordinaire, donc je m'étais retrouvée en janvier aux urgences. Pour moi, oui, je savais que j'allais débuter certainement un truc assez lourd, et notamment la pré-éclampsie. Tu as été à risque de préclampsie, ils ont fait des bilans, ils n'ont pas fait la bonne lecture des résultats. Donc tu n'as Ils m'ont pas appelé, en fait, j'attendais qu'ils m'appellent. Et donc tu n'as pas été prévenue que tu étais en préclampsie. Non, par contre, moi j'ai ouvert mes résultats, je me dis ça, en fait, ça va pas du tout. Voilà. Je me suis vue, ouais. Voilà. Et donc quand tu vas arriver aux urgences de la Mater, tu vas être tout de suite prise en charge. Ah, direct. Voilà. Ah bah, je suis passée en priorité. Voilà. Non mais c'est ça Ah qu'il oui, faut prise redire. de tension, j'étais entre 17 et demi, 18. J'avais déjà en fait des céphalées très très fortes, très puissantes. J'avais un aspect moucheté. Je voyais des mouches de partout. Enfin, c'était C'est les fameux symptômes. Les fameux symptômes, exactement. Des œdèmes à n'en plus finir, avec des chaussures que je portais qui étaient celles de mon mari. Alors quand on Je te voit là, on pouvais peut plus pas du tout. imaginer. Ouais, je sais. J'avais pris plus 30 kilos, dont les 15 derniers jours, j'avais pris 10 kilos. On était à 37 semaines d'aménorrhée. Rien que ça, c'est pas normal. Et je mangeais pas plus, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'après, ils ont vérifié le col. J'étais ouverte déjà à 2. Donc, c'était une chance pour eux et pour moi. Ça veut dire qu'en fait, j'avais déjà des contractions utérines.
Et c'était cool parce que moi qui voulais un projet naissance par voie basse et sans péri, finalement, voilà. Et finalement, on m'a mis quand même très rapidement en salle de naissance. J'ai été mise sous ocytocine pour accélérer les contractions et ils augmentaient ça quasiment toutes les demi-heures, voire toutes les 3/4 d'heure max. Et mais c'est pas trop le choix, mais ils avaient raison, hein, j'étais à risque vital engagé. Et sous l'oxène pour faire descendre ma tension. Mais plusieurs fois, je me sentais quand même un peu partir. Je leur disais pas parce que je voulais aller au bout. Et j'étais avec ma thérapeute qui m'a fait de l'hypnonaissance. Elle avait eu le droit, c'était juste avant le Covid, de venir dans la salle, c'était extraordinaire. Et mon mari, qui était là, le coparent, pour me faire des pressions. Du coup, c'est pas que des massages, c'est des massages pression. Et c'est là que j'ai découvert les fameux massages pression que je mets en place avec Prépamam. C'est que une femme a besoin de pression beaucoup plus forte que juste des petits massages doux. Utiliser des balles de tennis, c'est bien sympa, mais en fait, faut les prévoir. Et des fois, avec l'urgence, on prévoit même pas d'avoir des balles de tennis pour faire des pressions. Mais par contre, une main ouverte avec le poids du corps qui est de plus de 40 kilos à mettre sur des zones spécifiques, parce que 40 kilos, c'est quasiment la force utérine qui est développée et qui est mise en place lors des contractions utérines. C'est hyper puissant. Donc en fait, c'est carrément le poids du corps du coparent qui est mis au bon moment, au bon endroit, donc au moment quand les vagues de contraction arrivent. Et moi, j'avais senti tout ça et je lui demandais en fait d'être en action. Tu l'as coaché, quoi. J'ai complètement coaché. Et ça, c'est parce que je sais que c'est parce que je suis kiné-ostéo, que j'ai travaillé pendant 10 ans, on travaillait sur nos corps. On était nous-mêmes nos propres cobayes, en fait. Hein. Pendant nos études, on n'avait pas tant de cobayes extérieurs. On travaillait beaucoup sur nos corps. Donc voilà. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que, en fait, alors, t'es dans un cas très, 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 très particulier. Oui, très particulier. T'étais sous haute surveillance. Ils t'ont dit, vous avez Ils tant ont de été temps. le jour J incroyable, Oui, non, mais exceptionnel. ils ont dit, vous avez tant de temps pour tenter la voie basse. Ouais. Si jamais ça va pas, c'est césarienne. Elle est venue me voir. Voilà. Ouais. L'anesthésiste est venue me voir 1 heure avant. M'a dit, bon, juste, vous semblez très calme, mais vous êtes bien d'accord que là, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger votre bébé. Je traduisais dans ma tête, je sais que je peux mourir, ne vous inquiétez pas. Je sais que là, je vais vous négocier du temps. Et tant que je peux négocier un tout petit peu de temps à vos côtés, et j'ai négocié juste 1 heure de plus. Et ils me l'ont accordé. Elle me regardait dans ses yeux, elle me regardait, en gros, elle me disait, elle va nous passer... je veux pas dire le terme, mais elle avait peur que je... Non, mais Mais ils ont été d'une... Parce que leur métier, c'est de garantir notre sécurité, oui, surtout l'anesthésiste. À 100%. L'anesthésiste, c'est garantir la sécurité de la mais mère. là, il y avait tous les scopes, etc. Le cœur du bébé, c'est ça qui est incroyable. Je sentais toujours notre fille. Dans mon ventre, je la sentais bouger. Je savais exactement où elle était dans mon bassin. Je savais si elle était détroit supérieur, moyen ou inf. Je ressentais tout ça. Mais voilà. Ce qui est important, c'est que... Et 45 minutes après, elle est née par voie basse. Toi, tu connais bien ton corps, tu connais bien le corps. Ils t'ont dit, vous avez tant de temps. Et en fait, dans ce laps de temps de sécurité qu'ils estimaient à te donner, tu as mis en place tout ce que tu connaissais et tu as accouché par voie basse de ta fille. Des respirations spécifiques qui sont issues de la cohérence cardiaque. Les Mamenko, que j'ai appelé après les Mamenko, parce que le jour J, je savais pas que c'était les Mamenko, avec les pressions spécifiques du coparent. Et les techniques du coup de mobilisation spécifique et des massages à soi. Donc c'est vraiment des pressions que je me faisais moi-même aussi au niveau du plexus, au niveau Ce que je veux dire, c'est que c'est pas magique. C'est-à-dire que ce que tu as vécu est assez exceptionnel. C'est juste que tu t'es dit, ok, ils m'ont laissé un laps de temps, comme moi ça a pu m'arriver d'ailleurs pour ma deuxième grossesse. Ils m'ont dit, j'avais une option césarienne possible. Là, vous pouvez faire la voie basse. À partir de tant de temps, c'est plus sûr de partir en césarienne. Ce qui s'entend parce qu'il faut quand même que tout le monde soit en bonne santé. Et ce que je vais expliquer, c'est qu'on pense pas que tout le monde peut faire ça ou autre. C'est que toi, tu as aussi un rapport à ton corps depuis ton plus jeune âge, que c'est ton outil de travail, tu le connais par cœur. Mais ça prouve un truc, c'est que si tu prépares bien les mères et que tu prépares bien les couples, tu peux mettre toutes les chances de ton côté, même si au final, on peut avoir un bébé qui se retourne, on peut avoir, peut y avoir plein de... un bébé en siège, une préclampsie qui arrive qui n'était pas là. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que je veux pas qu'on interprète mal. Mais j'avais quand même l'option. Ce que j'avais adoré, c'est que la personne qui me suivait plutôt en hypnonaissance m'avait dit, juste Sonia, que t'entendes bien. Le plus important, c'est ta santé et la santé de bébé. Il peut se passer n'importe quoi. À un moment donné, il faut aussi que tu sois open à une césarienne. Bah oui. Et tu n'auras pas le choix et c'est surtout, c'est pas grave parce qu'on a tout préparé. Exactement. Tu auras tes respirations, tu mettras en place ce qu'il faudra. Ton mari était le coparent, mon mari sera là. En fait, l'important, la finalité, c'est la sécurité. Et j'ai quand même fait le choix d'accoucher en milieu hospitalier. Oui, bien sûr. Sécurisé. Bien sûr. J'ai pas fait un choix d'accoucher. Pourtant, je voulais accoucher par voie basse sans péri.
Et j'ai pas fait chaud d'accoucher non plus à la maison parce que, au fond de moi, je sais que dans le monde médical, je sais que tout peut arriver. Bah oui. Et que moi, ma sécurité, elle était quand même. Et heureusement, du coup. Oh oui. Mais, oui, parce que oui. Mais ce qui est beau dans ton histoire, c'est que dans la fenêtre de sécurité qu'ils t'ont laissée, toi, tu as appliqué tout ce que tu avais appris. Je ressentais, oui. Et en fait, ça t'a aidé. Et Totalement. Du coup, ça t'a donné l'idée de te dire, je vais le conceptualiser pour aider les femmes. Et moi, je trouve que... J'ai pas arrêté d'écrire. Ouais, mais je trouve qu'en primipare, c'est important. Mais moi, là où je trouve que tu as un rôle incroyable, c'est surtout pour les femmes qui vivent des premiers accouchements qui se passent pas comme elles auraient voulu ou traumatiques. Toute la prépa même que tu fais pour leur grossesse d'après. Moi, je trouve que c'est là où presque c'est encore plus beau parce que tu leur permets quelque chose que... Alors évidemment, il faut mieux le faire en premier bébé, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre à quel point, quand tu te prépares, que tu connais ton corps, que tu es accompagné, comme le sport, oui, bien sûr. Ça prouve que rien n'est foutu, tu vois. Exactement. Alors, encore une fois, mis à part vraiment des cas particuliers où il y a un souci médical, mais pour une femme qui a tout au vert, à qui on dit, même qui a eu une césarienne la première fois, qu'on dit, vous pouvez faire une voix basse si vous voulez. Oui, la fameuse AVAC. On vient te voir, on va faire un AVAC. On vient voir Sonia, on dit, moi, je vais faire prépa MAM parce que je mets toutes les chances de mon côté. Ça veut pas dire qu'elle arrivera forcément au bout de son AVAC parce qu'il peut y avoir un tas de sujets qui se posent. Mais moi, je trouve ça formidable de se dire, au lieu d'attendre le jour de l'accouchement, je peux faire quelque chose. Ouais. Tu vois. Et je dis souvent même une césarienne programmée ou une césarienne d'urgence qu'on n'a pas décidé, parce qu'en fait, ces césariennes d'urgence, faut pas se mentir, non, on ne l'a pas décidé. Non. En soi. Voilà, donc oui, c'est quand même important. Ouais. Dans Prépa Mam, tu as une partie justement sur si jamais ça part en césarienne, ce que peut faire le coparent, je sais pas, en chambre après pour aider sur des douleurs, des choses comme ça, ou pas du tout? Ce que j'installe surtout, c'est déjà l'ouverture à la césarienne. Et déjà, l'installer, sincèrement, Audrey, c'est déjà intense parce que celles qui ont un projet et qui veulent vraiment une voix basse, de base, elles ne veulent pas en entendre parler. Déjà, petit à petit, séance après séance, je l'installe. Dans ta prépa, et quand on arrive vraiment le dernier mois, si l'ouverture se fait, effectivement, surtout, c'est à ce moment-là où je fais les Mamenco. Moi, c'est surtout entre le 7e et 8e mois. Et oui, aux coparents, je le réévoque parce que lui non plus, il veut pas l'entendre, pour info. Parce qu'il n'y a pas que la maman. Ouais, et des fois, le couple c'est pas le projet du couple. Entendre parler de césarienne. Donc là, oui, c'est un temps d'explication. Je insiste toujours sur les respirations, sur peut-être un point d'ancrage que peut avoir le coparent. Alors, le point d'ancrage, c'est vraiment qu'il prenne sa main, soit qu'il la tienne par la main, mais ça peut être aussi poser sa main sur son épaule ou sur son bras ou sur sa joue ou sur sa tête, mais qu'il y ait un temps d'ancrage. De toucher, quoi. Un point de toucher, c'est un point d'ancrage qui va permettre à la femme de bien entendre ce que va dire le coparent ou la personne qui fait l'ancrage. Et à ce moment-là, je lui dis, dites-lui des termes positifs. Redites-lui l'amour que vous lui portez. Décrivez-lui peut-être à nouveau votre rencontre et pourquoi vous êtes tombé amoureux d'elle. Je sais que c'est un moment clé. Sauf que c'est un moment où vous allez accueillir la vie. Alors, il faut quand même qu'il y ait un temps de joie, même s'il va y avoir des douleurs. Je le nie pas, parce que là, je pense notamment césarienne d'urgence. S'il n'y a pas le temps de faire tout ça, effectivement, l'ancrage peut avoir lieu par le monde médical, et ça, on l'a vu. D'où l'importance dans les recours qu'on a fait du livre blanc, qu'il y a un tiers auprès de la maman pour la rassurer. À 100%. Ça change le vécu. Et qu'est-ce qui est important aussi, donc c'est les respirations. C'est vrai, quand on travaille sur des respirations issues de la cohérence cardiaque, alors il y a les fameuses 5 secondes, avec l'inspiration qui dure 5 secondes, l'expire 5 secondes. Chez Prépa Mam, moi, j'ai diminué à 4 secondes par mon vécu personnel et par tout le travail que j'ai fait au cabinet avec mes patients. C'est trop long. Ouais. Et surtout en situation presque d'urgence et sur la fin des contractions, moi, je tenais pas les 5 secondes. J'arrivais pas. Par contre, les 4 secondes, 3 secondes, c'était pas assez. Pour moi, pour oxygéner le bébé et pour expirer, c'était pas assez. Mais 4 secondes, incroyable. Et tu sais, tu dis, lors césarienne d'urgence, on n'a pas le temps. En réalité, quand t'en parles, tu sais que je vais beaucoup auprès des obstétriciens, y compris au bloc et tout ça. Et en fait, ils te disent, en vrai, les grosses césariennes d'urgence, code rouge, méga urgence, en fait, elles sont rares. Et donc, même dans des codes rouges et dans des codes oranges, en fait, quand le coparent est accepté, ce qu'on recommande dans nos recommandations, en fait, il a le temps de dire tout ça. Parce qu'en fait, ça se fait quand même pas en 4 secondes. Et on retient tout ce qu'on nous dit à ce moment-là. Comme tu le sais, comme tu disais, les yeux, rouge. Voilà. En fait, je pense que la femme est en hyper-vigilance et de toute façon, c'est notre système d'instinct de la peur de la mort, en fait, qui est là. Parce que la fameuse phase de désespérance que la mère doit avoir naturellement quand on est quasiment en phase d'expulsion, moi, j'ai eu à chaque fois, puisque j'ai jamais voulu effectivement de péridurale et j'étais au bout,
Mais je savais qu'il pouvait avoir une césarienne s'il se passait des choses difficiles. Je l'ai toujours ancré en moi. Cette phase de désespérance où on a peur de mourir, mais vraiment cette peur violente, moi j'ai l'impression que je suis au-dessus du grand 8 et que je vais mourir, quoi. Mais en fait, je pense que cette femme le ressent avant une césarienne. Bien sûr. Et ça, c'est une peur qui est forte, mais en qui est même temps... accentuée par le bloc, en plus. Qui est accentuée par le bloc. Et en même temps, on est tellement vigilant à tous les termes qui nous sont dits. Et si on l'entend d'une voix qui est une voix que l'on aime, c'est magique. Mais comme dit Michel Audin, une naissance, c'est un acte d'amour. Hein. Tout à fait. Il vaut mieux être entouré de et ceux qu'on entendre des aime. mots d'amour. Et même si notre comparant n'est pas là, une Oui. amie, une mère, quelqu'un qui nous aime, en tout cas, À 100%. en tout cas, qui a une intention d'amour. Exactement. Et le vécu derrière est meilleur parce que là, moi, j'ai remarqué, pour information, parce que effectivement, oui, il y a eu des naissances avec césarienne et souvent d'urgence. Du coup, effectivement, on a recours du coup à un travail derrière qui est beaucoup plus doux et qui est mené finalement de façon plus rapprochée et assez courte par rapport à des récup qui peuvent être très longs. Et on retrouve quand même des femmes qui ne font pas de dépression postpartum. Enfin, je le dis souvent, mais en 6 ans, non. Enfin, moi, en tout cas, les patientes que j'ai vues en prénatal n'ont pas fait derrière des dépressions postpartum. Parce qu'il y a tout l'engagement du coparent, des femmes, etc. C'est évident qu'une bonne préparation, ça aide et que les femmes diront oui, c'était traumatisant, mais en fait, elles en guérissent plus vite parce qu'elles ont une équipe soignante auprès d'elles, parce qu'elles l'avaient visualisé, parce qu'elles savaient que ça pouvait exister. Comme dit le docteur Laure Martina, que j'ai interrogé dans le podcast et qui est dans notre board, ça peut pas être une pièce vide. Si vous ouvrez la porte, il faut que vous sachiez où vous allez, même si vous êtes dans le noir. Il faut qu'on vous ait guidé, il faut que vous sachiez où vous allez. Et souvent, les femmes ne savent pas. Dans l'étude, 60% des femmes ne savaient même pas qu'elles pouvaient avoir une césarienne. Tu vois, 60%. Oui, et dans les 40%, on a des mentalités à changer. Et puis dans les 40%, la majorité, c'est de la programmer. Donc en plus, ça fausse les chiffres parce que du coup, ça veut dire qu'en vrai, si tu prenais toutes celles qui ont une césarienne et qui t'enlèvent les césars programmés parce que nous, dans l'échantillon, il y avait les deux. Si tu prenais sur une césar d'urgence, quel pourcentage de celles qui avaient été informées, et à mon avis, c'est 90%, voire plus, ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir une césarienne. Par contre, pour les grossesses gémellaires notamment, on les prend assez tôt. On leur dit, voilà, généralement, on vous propose quand même une césarienne qui sera programmée. Ça se fait de plus en plus. Il y a une proposition de fait pour les préparer. Parce que c'est hyper à risque. Parce qu'elles sont très à risque. Et en un sens, elles sont tellement préparées à cette possibilité-là que celles qui veulent aller au bout, elles sont ouvertes à tout. Et oui, moi, j'ai suivi là, cette année, 2 femmes qui ont eu des grossesses gémellaires. Elles ont quand même pu accoucher par voie basse, que la première céphalique et l'autre en siège. Mais j'ai eu d'autres suivis de femmes en grossesse gémellaire qui ont été plus complexes. Et en fait, elles n'ont pas voulu prendre de risques. Et ça a été discuté entre le monde médical et le projet. Et ça a été un choix. En fait, l'idée, c'est que... Et donc, elles se sont préparées. Voilà. Et la récup n'a pas été la même. Et dire qu'elle a été meilleure à 1000%, non, c'est pas magique. Par contre, il y a eu un véritable suivi et du coup, il y a eu un engagement corporel. Et moi, je trouve que les corps, si on enlève le côté psyché, moi, si je vois que le corporel, oui, je trouve que les corps récupèrent mieux quand il y a une vraie préparation physique adaptée et surtout un entourage complet. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ton travail, c'est que en fait, c'est totalement logique. C'est-à-dire que quand tu regardes les articles, les livres côté neuropsy, ton analyse que toi, tu as fait corporelle, c'est-à-dire ta maîtrise du corps, ce que tu t'es dit, ça fonctionne, ça aide, etc. Je vais en faire une méthode pour mieux préparer les mères à accoucher, les couples, la famille à accoucher. En fait, pour moi, de ce que je vois, c'est que c'est le miroir corporel de tout ce qui est recommandé en neuropsy. C'est-à-dire que tous les psychiatres qui suivent les femmes, qui recommandent de se préparer, qui recommandent la verbalisation, etc., moi, ce que je vois, c'est que tu fais ça. Alors, tu lis les deux, bien sûr, mais en fait, pour moi, c'est le pendant corporel complet. Et donc, ça devrait être fait par toi. Tout le monde devrait appliquer ta méthode. Mais je suis souvent en lien aussi avec... Même une césarienne programmée, comme tu l'as dit. Même la sophrologie, mais oui. Il peut y avoir des techniques qui... Quand tu y réfléchis et que tu as vécu un peu, tu as accouché ou que tu as vécu des choses physiques fortes, c'est extrêmement logique. Et ça devrait être, tu vois, tu devrais pouvoir enseigner au niveau fédéral, national, parce que ça devrait être comme ça pour tout le monde. On ne peut pas envoyer ce que moi j'appelle les femmes au carton, en leur faisant croire que la physiologie, c'est pour tout le monde, pour tous les corps, sans préparation. Ouais. Si on a des taux médicalisés si importants, comme tu l'as dit, c'est aussi parce qu'on nous prépare mal. Alors, ce qu'il y a, c'est que le yoga prénatal et le pilate prénatal sont installés et instaurés dans la mentalité des femmes.
certaines y vont, mais certaines n'y vont pas. Oui, certaines y vont et ont des mauvais profs, ce qui a été mon cas, ce qui fait qu'elles arrêtent. Non, mais c'est tu ça. vois, j'ai essayé. Ouais, alors je te rejoins dans un sens. tout le monde n'est pas aussi bon que toi, je te rappelle. C'était adorable, Audrey. La chose est sûre, c'est qu'aucune des mamans, qu'elles y soient allées ou pas, et moi, je faisais beaucoup de yoga prénatal bien avant, mais la chose est sûre, c'est que quand on se retrouve en salle de naissance, en fait, on n'a pas appris. Exactement. À se mettre en situation. Et moi, ce que je fais ici, c'est dès qu'on démarre les exercices, c'est des exercices qu'elles pourront faire en salle de naissance. Je leur ai dit, mais elles me disent, je fais ça quand? Je fais alors, pour ouvrir les 3 supérieurs, voilà les exercices que vous pouvez faire, des 3 moyens, des 3 inférieurs. Donc, je dissocie déjà les types d'exercices et je leur donne le package de ça, vous pourrez vraiment le faire pendant 5 à 6 heures en salle de naissance. Donc, et le coparent, elles ont leur boîte à outils. Elles ont leur boîte à outils. Elles ont leur boîte à outils et donc elles se projettent. Parce que tu vois, non mais vraiment. Et ça complète totalement les cours d'accompagnement des sages-femmes, parce qu'il y a comme 7 cours d'accompagnement périnataux qui sont reliés en fait à l'allaitement, qui sont reliés à la mise en place des respirations le jour J, qui sont reliés aussi au rôle du coparent, etc. On a quand même une théorie qui est là, oui, mais elle est très qui est bonne. Elle est très théorique et très rationnelle. C'est ce que la femme va ressentir, on l'apprend pas. La théorie est là, elle est bonne. En revanche, il y a un pan à rajouter qui est la préparation physique. Et là, l'idée, c'est appel du coup aux écoles de sages-femmes. Moi, j'aimerais bien savoir, pour l'instant, j'ai pas eu mes réponses. Je vais aller les chercher. C'est est-ce que les sages-femmes sont en désir de vouloir faire cette préparation physique adaptée, qui est quand même assez physique, parce qu'en cabinet, quand on est kiné, nous, on est habitué à faire ces prépas. Mais quand on est sage-femme, on n'a pas la même façon de travailler sur le corps. Nous, on voit la globalité du corps. Donc, on n'est pas tout à fait sur des fois le même travail. Moi, j'ai eu l'idée, effectivement, et pour les kinés et pour les ostéos, d'aller mettre en place ce prépa même dans les cabinets. Peut-être s'ils veulent faire du domicile ou éventuellement peut-être faire quelques soins en ligne. Et quand je dis des soins en ligne, c'est pourquoi pas des suivis avec les coparents avant la naissance. Oui. Mais les sages-femmes font déjà des cours d'accompagnement aussi en ligne. À savoir, en fait, je trouve que la préparation physique adaptée pourrait correspondre aux sages-femmes, aux kinés, aux ostéos. Et si jamais les écoles de sages-femmes veulent rester uniquement théoriques, alors qu'elles puissent donner, en fait, ce temps de travail. Mais comme au postpartum, en fait. Comme en postpartum, vers la kinésithérapie et vers l'ostéopathie. Ouais. Donc, les kinésostéos connaissent suffisamment les mots du corps. Et surtout. Et peuvent préparer, en fait, les parents, les coparents. Et surtout, moi, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et en fait, toutes les professions sont complémentaires. On a besoin de vous tous, en fait. On a besoin d'un soignant, on a besoin de son kiné, exactement. On a besoin de J'ai besoin de plusieurs. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'une logique imparable, et j'espère qu'au bout de cet épisode, ça sera clair pour tout le monde, c'est que le corps doit se préparer aussi. Tu peux voir un psy parce que tu as en anténatal des risques de dépression, que tu vas déjà mal ou que tu as un trauma pas passé. Mais le corps va avec l'esprit, et du coup, et en plus, on l'a vu dans notre étude, l'échantillon des 41 ans et plus était surreprésenté dans les césars d'urgence, dans les codes rouges, dans les dépressions du postpartum, les prééclampsies, etc. Il faut dire aussi une chose, c'est que les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard. Sauf que notre fenêtre de tir d'avoir des enfants, malgré le recul de l'âge de la vieillesse, de la mort, cette fenêtre de tir, elle n'a pas bougé. Exact. Et donc, on a aussi des profils de femmes qui, de base, sont plus à risque. Tout simplement. Les parcours PMA, et alors, 30%. Exactement, les parcours PMA. On a nos enfants plus tard. On est aussi souvent plus malades, avec des utérus qui ont déjà été malmenés, etc. Des soucis de maladies chroniques. De plus en plus de femmes ont des maladies chroniques où, moi, je trouve, on a des anamnèses compliquées. Et on a nos enfants plus tard. Oui. Et donc, on a des raideurs, on a des problèmes de mobilité. Tu vois, moi, je le vois avec la lingerie. Les femmes qui n'ont eu qu'une seule cicatrice et qui n'ont aucun autre problème, c'est pas la majorité. Souvent, c'est des femmes qui ont eu de l'endométriose, qui ont eu un cancer, qui ont eu un autre problème. Et bizarrement, alors, soit elles sont opérées, elles achètent la lingerie parce qu'elles sont opérées, mais je remarque que dans les césariennes, il y a quand même un très gros taux de femmes, je saurais pas dire le pourcentage, où elles ont eu d'autres choses. C'est pas leur première intervention, tu vois. Et ça veut bien dire quand même que c'est complexe. L'anamnèse, elle est complexe. Mais par contre, pour revenir à ta lingerie, parce que moi, en fait, je l'ai testé moi-même. J'ai vraiment, Audrey, en soi, moi, je crois en les choses que je teste. Parce que c'est aussi mon métier. Non, mais c'est aussi mon métier. Parce que moi, en fait, j'ai toujours travaillé sur mon propre corps. Du coup, hyper important. J'ai testé sur moi. J'ai découvert aussi des sensations assez incroyables. Je le dis ouvertement. Mes premières sensations, c'est comme une double peau. C'est comme la sensation vraiment d'avoir eu un travail en fait beaucoup plus facile sur toute la sphère. Je le répète, et l'équilibre lombo-pelvis-abdominaux périnéal. Et c'est toute cette sphère-là en fait qui est travaillée quand on porte
les culottes que tu as mis en place, elles sortent pas de nulle part. Elles ont été pensées, travaillées, mises en place avec tout un board scientifique. Enfin, concrètement, sincèrement, je me dis aujourd'hui, moi, j'ai eu quand même quelques déchirures périnéales. J'aurais rêvé d'avoir cette culotte en 2020. Mais merde, où t'étais, Audrey? Ah oui, mince, elle n'était pas encore créée. Ah bah ouais. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut aussi tranquillement, quand on est thérapeute, se dire qu'est-ce que je peux conseiller à ma patiente pour que ma séance soit mieux menée et pour que, en fait, on ait des résultats pour elle et pour nous. Parce que concrètement, est-ce qu'on a envie de voir nos patientes pendant des années? En fait, on veut les voir pour du positif et les aider, ok. Mais notre but, c'est de les autonomiser. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des choses qu'elles puissent mettre tous les jours, qu'elles puissent aussi faire évoluer positivement avec de la mobilité, limiter les adhérences et surtout les inflammations, parce que les inflammations, elles sont récurrentes. Dès qu'il y a des adhérences, on peut repartir sur des inflammations. Et même les sportives, elles font leur éducation périnée. Abdos, très bien. Elles ont quelques douleurs. Puis les douleurs cessent parce qu'elles vont voir leur super ostéo, leur super kiné. Elles reprennent le sport. Et puis à un moment donné, je sais pas, elles bossent un peu plus, elles font plus de sport, elles font leur trail, elles font leur marathon, leur vrai marathon extérieur, semi-marathon. Et tout d'un coup, en fait, les douleurs réapparaissent parce qu'il y a des dysfonctions qui reviennent sur l'appareil locomoteur et c'est reparti. Et en fait, parfois, les inflammations, ça repart au niveau cicatriciel. Et moi, je les vois arriver de plein nez, je les vois arriver au cabinet, je dis bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider? Vous allez refaire quelques séances, très bien. Mais par exemple, remettez en place la culotte Wounded Woman. C'est tout bête, mais on a des trucs qui fonctionnent. Pourquoi ne pas les utiliser? Et plutôt que d'aller se dire, en fait, je vais faire à peu près mon petit sport et ça va passer. Non, ça passe pas. Surtout si vous voulez une deuxième grossesse. Pensez toujours que dès qu'il y a eu une cicatrice quelque part, en fait, il peut y avoir des phases de plateau où ça se stabilise, mais aussi des phases de régression. Quand je dis de régression, c'est des douleurs qui réapparaissent, des inflammations, des adhérences, parce que le corps bouge, il est en perpétuel mouvement. Et les fois où vous êtes trop longtemps assise, où le corps ne bouge pas assez, ou à l'inverse, il y a des mouvements de trop forte balistique par un sport qui est pratiqué de façon très intense, on peut aussi avoir des schémas inflammatoires. Et je parle même pas du microbiote, de l'hygiène de vie et de l'hygiène alimentaire, qui va jouer effectivement des fois sur ces adhérences. On parlait des fois aussi de l'endométriose, du SMOP maintenant. Et puis, et plein d'autres et plein d'inflammations. Moi, j'ai des femmes qui ont de la maladie cœliaque et qui ont eu 2 grossesses. Et je peux vous dire que oui, les adhérences, ça arrive très vite. Et puis toutes les femmes qui ont du lipœdème. Du lipœdème, tout à fait. Ouais. Non, mais merci. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des adjuvants et c'est pas pour rien non plus que j'ai répondu oui à l'appel de ce podcast. C'est que en soi, pour moi, on doit valoriser la femme. Et on peut pas juste se dire, moi en tant que thérapeute, je vais pas me dire c'est moi qui vais vous soigner, vous n'aurez plus mal et toute votre vie ça ira bien. Non, c'est pas vrai. Il y a des retours de femmes dans nos cabinets. On se remet pas en cause à 100%. On leur dit simplement, on a fait un beau travail. Maintenant votre corps évolue, donc on doit refaire un travail ensemble et on est ensemble. Et c'est pas un thérapeute qui a mal agi, c'est un thérapeute qui a fait évoluer le corps, qui a soulagé et qui doit réagir des fois 1 an, 2 ans ou 3 ans après. C'est pas grave. On fait les choses au moment où on doit les faire. Voilà. Ouais, merci. Alors, merci beaucoup pour tes mots. Ça me touche beaucoup, sachant que tu n'étais pas là à l'origine. Donc, tu en as vraiment bénéficié, toi, en tant que pratiquante de sport. À 100%. Et merci pour tes mots, ça me touche trop. Parce que c'est effectivement pour ça qu'on l'a fait. Et je trouve que toi, tu as aussi une manière d'expliquer ces bénéfices d'une manière encore que j'avais jamais vue et que je trouve encore plus claire pour les femmes. Donc, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Mais ça me permet de redire quelque chose, c'est que on peut avoir fait avec toi toutes nos rééducations, tu nous as remis on va bien et tout, et avoir besoin de revenir. Et ça, je trouve que c'est aussi pas entrer dans les mœurs, c'est-à-dire c'est pas fait une fois pour toute la vie. Exact. Tu peux avoir besoin de revenir quand tu reprends beaucoup le sport, comme tu as dit, ou que tu as des hausses d'activité, où tu sollicites beaucoup ton corps. Et puis tu peux aussi revenir en périménopause, et puis tu peux revenir en ménopause. Et en fait, c'est pour ça que je disais kiné meilleur ami de la femme, parce qu'en fait, à tous les moments de la vie, tu vas revenir sur ce travail qui a été fait. Et puis ce que tu dis que j'aime beaucoup sur la lingerie, que j'ai dit d'ailleurs au congrès des sages-femmes, parce que des fois, c'était beaucoup des sages-femmes hospitalières et des fois, c'est pas évident pour elles de se rendre compte parce qu'elles voient pas les femmes en postpartum, certaines. Donc, c'était pas évident de voir comment la lingerie pouvait aider, tu vois. Et je leur disais, mais moi, j'ai des kinés qui me disent, c'est la continuité de leurs soins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait sur une femme où vous allez... Je parlais rien que la cicatrice, sans même parler de la posture et le fait que ça aide à avoir une meilleure posture, une meilleure mobilité et locomotion. C'était de leur dire, la kiné, elle va bosser sur la cicatrice. Elle va revoir sa patiente que dans 2 semaines. Pendant 2 semaines, elle va porter un jean qui va frotter dessus. C'est quoi les bénéfices, à la fois pour la femme et pour la kiné, d'avoir fait la séance?
Et donc là, tout de suite, c'est hyper clair. Tu vois. Exact. Et merci de m'avoir dit ça parce qu'en fait, cette idée de continuité du soin dans la durée, évidemment, c'était évident dans ma tête, mais personne ne l'avait encore conceptualisé. Donc, je vais devoir mettre Bye Sonia. Mais non, mais merci pour ça parce que ça montre à quel point tu as une clarté de vision. Et en plus discuter avec toi et plus je me rends compte à quel point c'est incroyable, à quel point tu comprends et tu connais le corps comme si tu avais une espèce de... Tu avais des lunettes, quoi, et que tu voyais à travers. Enfin, J'adore. tu arrivais à lire le corps. Alors, j'ai des lunettes, pour ceux qui me connaissent. Mais souvent, je leur dis souvent, j'aimerais bien baisser mes lunettes et vous faire une écho directe. En même temps, je vais mettre mes mains et je pense quand même que s'il y a quelque chose, mes mains diront « Ah, je pense qu'il y a quelque chose. » Non, et même en prévention, tu connais très bien le fonctionnement du corps. Et je pense que tu as, au-delà de soulager et de soigner tes patients, ce que tu disais, c'est que c'est un duo et que tu leur transmets un savoir. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu leur apprends à connaître leur corps à ce moment-là. Ce qui est vrai aujourd'hui sur une mobilité, sur une douleur, ça sera peut-être plus vrai dans 3 ans, il y en aura des nouvelles. Et parce qu'on est complexe, parce que le corps de la femme est complexe, et qu'avec les perturbateurs endocriniens, c'est de pire en pire. Et comme on a nos enfants de plus en plus tard, vraiment, j'insiste là-dessus. J'en fais partie. Non, mais toutes les deux. 35 et 38. Ah ouais, non, mais toutes les deux. Et pour plein de femmes. Bien sûr. Et voilà. Et donc, aussi, donner aussi cet espoir que rien n'est jamais fichu. Et que quand on... je vois des patients de 80 ans. Voilà. Qui ont des petites fuites urinaires à l'effort. Et on rééduque périnée et dos en même temps. Et elles sont trop contentes. Elles continuent leur cours de gym senior. Et elles adorent. Enfin, et très important. J'en ai une 80 ans qui continue à faire du ski. Incroyable. On va terminer sur cette phrase si t'es d'accord. C'est incroyable. Ce n'est pas normal de porter des couches. Ah, à 100%. À moins d'avoir une très grosse pathologie, ça n'est pas normal qu'une femme porte des couches. La rééducation existe à tout âge. Et tu viens exactement de le dire. Mais moi, il n'est jamais trop tard. Et moi, j'y tiens vraiment parce que c'est en termes d'estime de soi. Et comme tu le fais si bien, cette transmission, puis cette transmission que tu fais de connaître son corps, etc. Il n'est jamais trop tard pour faire une rééducation. Oui, ça sera peut-être plus long. Oui, ça sera peut-être pas évident. Venez voir Sonia. Mais il y a d'autres allez voir. Mais non, mais bien sûr. Surtout des kinés spécialisés en périnatalité. Voilà. Puis les formations, je citerai Doctolib, mais on les voit. Donc vous pouvez aussi aller voir un peu les formations qu'ils ont fait ou par téléphone demander quelle formation vous avez fait. Et il y a plein de kinés géniaux. Et puis à côté de ça, oui, il y a des sages-femmes aussi qui rééduquent. Là, on reparle de la naissance, mais on est là pour vous aider. Et nos métiers, c'est de venir vous aider, vous soulager, voilà. Et donc, restez pas toute seule et franchissez le cap de dire là, j'ai envie d'aller mieux. Eh ben, écoute, c'est une transition parfaite vers le prochain rendez-vous. Donc, tu fais un atelier le 16 juin. Ouais, exactement, sur Paris. Voilà. Et tu as encore des places. Oui. C'est pour les mamans. Sur la prépa, justement, sur toute ces prépas et postpartum ou j'ai un atelier prénatal et un atelier postpartum. Et ben voilà. Et donc, on va vous mettre tous les liens pour y aller. Si jamais vous ratez cette session, j'imagine t'en feras d'autres. Exact. Et on va juste m'écrire en MP pour que je puisse... Voilà. Donc, on va partager tout ça. Et moi, je voulais te remercier infiniment parce que c'est trop riche, trop intéressant. Et t'es d'une compétence incroyable. Et vraiment, pour être dedans depuis maintenant un certain moment, j'ai rarement rencontré des professionnels qui avaient cette... En fait, vraiment, t'as une clairvoyance, quoi. T'as une clairvoyance qui est assez exceptionnelle. Ça m'émeut même, tu vois. Et merci Audrey, c'est rare. C'est moi qui suis pleinement et c'est très rare. Non, mais c'est très rare. Donc vraiment, c'est rare. Il y a des très bons professionnels, mais moi je trouve que t'as un truc en plus. T'as une clairvoyance, t'as une bienveillance pour tes patientes. Et merci à tous les soignants qui sont comme toi et que je ne connais pas et qui se reconnaîtront. Mais si vous avez un soignant que vous trouvez pas bienveillant et que vous pensez que ça fonctionne pas, changez. Changez. Vous êtes pas obligé. On est en libéral et vous avez le droit de changer. Et ça peut se dire très gentiment. Ouais, bien sûr. Vraiment, oui. On pense à le faire pour un psychologue, je trouve qu'on ne pense pas assez à le faire quand c'est lié au corps, en se disant faut que je le fasse. Et d'ailleurs, je vais tout faire pour mettre en place un annuaire qui n'existe pas de périnatalité pour les ostéos et pour les kinés. Alors, ça existe en fonction des formations qu'ils ont fait, mais ça n'existe pas en fait de faire le lien entre les maters autour des cabinets, donc faire le lien ville-hôpital aussi. Je pense que ça va être mon engagement aussi de demain et on va le faire bien et doucement mais sûrement. On va y arriver. Merci beaucoup Sonia. Merci Audrey pour ta gentillesse et ton énergie. Je recommande aux femmes donc de se rapprocher de toi pour tout ça et pour les professionnels aussi pour en savoir plus sur Prépamam et voilà, qu'ils t'écrivent. Je suis sur tous les réseaux. Grand plaisir. Et voilà, on mettra tous les liens pour te contacter, LinkedIn, Insta, tout ça, ton docto. Et merci beaucoup. Merci Audrey.
Merci d'avoir écouté cet épisode, ce double épisode avec Sonia Zegdoun, qui est kiné et ostéopathe, qui est incroyable. Je la remercie pour son partage, sa générosité, tout ce qu'elle fait pour les femmes. Si vous avez besoin de soulager votre ventre, vos cicatrices ou votre périnée, vous savez que vous pouvez retrouver nos gammes spécialisées sur woundedwomen.fr. On a aussi beaucoup d'autres épisodes sur la césarienne, mais aussi sur les cicatrices périnéales. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans tous les épisodes. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast, qui est le premier podcast sur les cicatrices maternelles, en nous mettant des étoiles, des commentaires et en le partageant autour de vous. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine.